Bonjour, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'est intéressant qu'on parle de privilèges parce que moi aussi, j'aimerais commencer avec des avertissements puis des reconnaissances, puis reconnaître ma position de privilégié aussi en tant qu'homme blanc. Donc, je vous encourage vraiment à lire une diversité d'autrices et d'auteurs afin que ce ne soit pas juste les hommes blancs qui se fassent entendre. Sur la question des agressions sexuelles, mais sur toute autre question aussi. Voilà, c'est mon premier avertissement. Deuxième avertissement, en tant que juriste, je vous avertis que tout ce qui est légal n'est pas nécessairement moral, et tout ce que je considère moral n'est malheureusement pas intégré en droit encore. Moi, je dis encore, là, mais il y a débat à y avoir sur ça. Troisième avertissement, en tant que chercheur, il manque énormément de littérature académique écrite par des femmes. Je vais citer plusieurs juges ici. On se rappelle qu'à une époque pas si lointaine, c'était difficile pour une femme, voire impossible, de devenir juge ou de publier dans le monde académique. Donc, si vous avez des suggestions pour agrémenter mes recherches, elles sont les bienvenues. Et mon quatrième avertissement, tout ce que j'ai aujourd'hui n'engage que moi. Donc, oui, je suis recherchiste à la Cour d'appel du Québec. Mais tout ce que je dis, je le dis en mon nom aujourd'hui. Alors voilà, sans plus tarder, je commence. Petite introduction. L'objectif de la conférence, c'est de se concentrer vraiment sur une problématique, ou du moins un problème qu'il y a dans l'espace public, dans le discours public de nos jours par rapport à l'usage de l'argument de la présomption d'innocence comme espèce de droit, comme espèce de bouclier qui nous empêche d'écouter les victimes puis qui vient faire taire les victimes qui font des dénonciations publiques. Donc, pour bien comprendre la chose, pour bien comprendre ce que moi j'appelle un mauvais usage de la présomption d'innocence, il convient de replacer le concept de la présomption d'innocence dans son contexte juridique, ce que je compte faire bien humblement aujourd'hui. Donc, je divise un peu mon intervention en trois parties. La première, c'est vraiment une exploration du problème, puis voir comment on vient appeler l'idée, le concept de la présomption d'innocence dans le débat public. Deuxième partie, démystifier le concept. Donc, je propose de plonger dans la jurisprudence. Et troisième partie, assez brève parce que self-evident, à mon avis, c'est de réconcilier l'argument de la présomption d'innocence avec la nécessité d'écouter les victimes. Et en gros, ma proposition, c'est tout simplement dire que l'idée de la présomption d'innocence ne devrait pas être utilisée dans le débat public, que ça n'a rien à voir, que c'est un droit qu'on devrait limiter aux tribunaux. Et qu'au mieux, les gens dans la société ont un droit à leur réputation, mais ça ne nous empêche pas de les critiquer. Puis on ne devrait pas utiliser la présomption d'innocence pour arrêter d'écouter les victimes. Et donc, voilà. Au niveau du problème, on n'a pas besoin de retourner très loin. Je pense que le cas de Ghomeshi est un des meilleurs exemples où la présomption d'innocence est ressortie dans le débat public. Donc, je vous propose de faire un petit historique. On se remet en 2014. 24 octobre 2014, la BBC nous annonce que Jian Ghomeshi va quitter la barre de l'émission Q. À ce moment-là, il n'y a aucune explication qui est faite. On dit que c'est simplement pour des problèmes personnels. 2 jours plus tard, on entend parler qu'une agence une agence de relations publiques engagée par Ghomeshi qui va poursuivre la CBC jusqu'à 50 millions pour bris de confiance et mauvaise foi. Encore là, on ne sait pas trop pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et le soir, là, on est le 26 octobre, le soir à 18h, Jian Ghomeshi publie un statut Facebook où il explique qu'il a été renvoyé de la CBC à cause de sa vie sexuelle marginalisée et il se dit victime de, citation, campagne de fausses accusations déclenchée par une ancienne copine délaissée et une pigiste. C'est une traduction libre. Et à ce moment-là, tout de suite, il nous prévient que toutes les relations étaient consentantes. Et tout de suite, le même soir, le Toronto Star publie le témoignage de 3 femmes anonymes alléguant avoir été agressées par Jian Ghomeshi. Et dans les jours qui ont suivi, il y a un déferlement de plusieurs victimes qui sortent sur la place publique. Même le Toronto Star, à lui seul, il en a compté au moins 8 victimes. Mais il y a d'autres journaux qui ont sorti d'autres victimes. La plupart sont restés anonymes.
Et justement, à cause de ça, bon, tout se passait dans la sphère publique. À ce moment-là, il n'y avait aucune plainte formellement déposée à la police. Donc, le 30 octobre, la police de Toronto fait une conférence de presse, puis ils disent, bien, s'il vous plaît, venez porter plainte, etc., on veut être à l'écoute. Le résultat qu'il y en a eu, ben, c'est ce qui est arrivé la semaine dernière, avec un jugement en mars 2016. Il y a 3 victimes qui ont témoigné. Mais je vous rappelle aussi qu'il y en a une 4e qui va se faire entendre dans un procès en juin prochain. Donc, au final, ce qui ressort de cet événement-là en particulier, c'est ces 4 victimes-là. Mais en parallèle de ça, la même journée, le 30 octobre, où la police de Toronto fait sa conférence de presse, c'est aussi la journée où Sue Montgomery puis Antonia Zervisias lance la campagne Been Raped, Never Reported, à chaque agression non dénoncée en français, qui va devenir un peu un point d'ancrage, un symbole d'espoir, essentiellement pour la communauté féministe, mais j'ai envie de dire pour l'ensemble de la société, considérant qu'il y a, malheureusement, on l'a vu au Québec, certaines personnes qui se disent de moins en moins féministes, malheureusement. Et donc, ça devient un symbole d'espoir, comme je le disais. On rapporte qu'en moins de 24 heures, il y a eu 8 millions de témoignages de femmes qui sont sorties sur les réseaux sociaux. Et ça vient en fait nous montrer la réalité qui se cache derrière les chiffres qu'on savait déjà depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il y a juste, Statistique Canada nous dit 5 % des agressions sexuelles qui sont rapportées à la police seulement. Et puis, j'ai juste le chiffre pour le Québec ici, on dit qu'une femme sur 3 a été victime d'une agression sexuelle au cours de sa vie. Et enfin, la campagne Agression non dénoncée nous a permis de voir concrètement qu'est-ce que ça voulait dire, ces chiffres-là. Et moi, j'ai peut-être naïvement pensé qu'on venait de faire un pas en avant, et puis qu'on ne pourra plus jamais nier le problème systémique, la difficulté de porter plainte, la difficulté d'aller porter plainte à la police, puis aussi aux institutions. On pense à l'université, par exemple, mais aussi chez les employeurs. Et il y a beaucoup, en fin de compte, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'institutions qui n'ont justement aucun processus pour porter plainte. Et justement, avant d'aller voir comment la présomption d'innocence a été utilisée dans ce contexte-ci, je propose de regarder un peu comment la problématique a été révélée dans ces témoignages-là. Donc, quoique c'est un peu anecdotique, ici, il y a quelques témoignages qui sont quand même représentatifs de cette réalité-là. Un des exemples qu'on a, qui avait été rapporté par Vincent Marissal de la presse, c'est l'histoire d'un attaché politique du Bloc québécois qui était victime de harcèlement sexuel par son patron, un député. Et que, bon, elle en a parlé à ses collègues, elle s'est dit qu'est-ce que je peux faire, puis tout le monde lui a dit essentiellement d'ignorer la chose. Voilà, elle l'a ignoré, puis ça n'a rien changé, elle continue à être victime de harcèlement sexuel. Donc, au bout de 9 mois, elle va en parler au chef de bureau, donc à son supérieur immédiat. Et puis la rumeur veut que Gilles Duceppe aurait passé un savon à son député. Là, je reprends passer un savon, qui est l'expression là, dans l'article de Vincent Marissal, parce que c'est une rumeur, puis concrètement, on ne sait pas qu'est-ce qui en est arrivé, parce que, en bout de ligne, le harcèlement n'a jamais arrêté. La femme a dû démissionner. Et c'est là où elle était devenue doublement victime, à un certain sens, à la fois harcelée, puis à la fois maintenant chômeuse. Et puis, enfin, cette femme-là est restée anonyme, donc on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé après. Mais une fois qu'on part dans des situations étranges de même, je me demande jusqu'à quel point on peut retrouver un emploi dans le même milieu. Et ce que cette anecdote-là nous révèle, c'est qu'en fin de compte, au Parlement canadien, il n'y a aucun processus pour porter plainte. Quand on est employé d'un parti politique, il y en a pour les employés du Parlement, mais pour les employés des partis politiques, il n'y a aucun processus pour porter plainte. Et on peut comprendre aussi que les partis politiques veulent garder sous silence ce type de situation-là, évidemment pour protéger leur image, ce qui fait en sorte que c'est encore plus tabou.
Et c'est là, cette institution-là, ben, Vincent Marissal l'explique bien, il nous dit faut quand même bien être au Parlement, l'endroit où on vote des lois pour protéger les gens, pour en arriver à une situation aussi absurde que ça. Et le Parlement, ce n'est pas la seule institution où on a ce problème-là. Et même lorsque un mécanisme pour porter plainte existe, il y a de nombreux facteurs qui peuvent dissuader les victimes. Et, bon, évidemment, comme je le disais d'entrée de jeu, je vous invite à aller lire des témoignages de victimes sur ça parce que je ne suis pas la meilleure personne pour en parler. Mais je vais souligner encore quelques chiffres. Quand on sait que 80% des victimes connaissent déjà leur agresseur avant les faits, quand on sait que parfois c'est des membres de la famille ou parfois c'est des gens de leur entourage dans un contexte professionnel, il y a vraiment une scission qui se fait. Il y a un contexte social qui est motivement difficile. On peut se faire remettre en question par les gens de la famille ou dans le contexte professionnel ou universitaire. C'est vraiment notre carrière qui est en jeu en tant que victime parce que, bon, surtout dans la situation où ça serait un supérieur ou un professeur qui perpètre le harcèlement ou les agressions. Et donc, il y a toutes sortes de stéréotypes et de mythes. Et puis, il y a un jugement intéressant de la Cour suprême en 1991. Donc, ça fait quand même toujours bien un quart de siècle où la Cour suprême a fait une liste des fausses conceptions, des stéréotypes, des mythes à déconstruire. Et en fait, ces mythes-là étaient présents. En fait, ils citaient des travaux universitaires qui avaient rapporté les mythes que la police utilise inconsciemment pour classer des plaintes comme étant fondées ou non fondées. Et un de ces types, de ces mythes-là, de ces préjugés-là, par exemple, c'est de se dire que la victime invente quelque chose pour se venger de son agresseur. Et c'est ce qui est exactement ce que Ghomeshi alléguait. Et on peut comprendre qu'un accusé voudrait se défendre sur la place publique en utilisant ce type d'argument-là, mais c'est difficile de comprendre pourquoi c'est des préjugés qui sont encore véhiculés par les policiers, qui, en fin de compte, ce sont les personnes à qui on s'attend que les victimes aient porté plainte. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là où l'argument de la présomption d'innocence ressort. Puis je pense que c'est important de souligner aussi que tous ces préjugés-là sont malheureusement encore présents dans le système de justice. Et, bon, peut-être en avez-vous entendu parler, mais je pense que c'est important de le renommer, le juge Robin Kemp, qui, en 2014, dans un procès d'agression sexuelle, en Alberta, avait posé des questions aussi niaiseuses que pourquoi n'avez-vous pas simplement rentré votre bassin afin qu'il ne vous pénètre pas? Ou pourquoi ne pouviez-vous pas simplement garder vos genoux ensemble? Encore une fois, citation de traduction libre. Et le juge a conclu en disant que la victime n'a pas été capable de démontrer pourquoi elle a permis à la relation sexuelle de se produire si elle ne voulait pas. Bon, heureusement, le juge a été rabroué par la Cour d'appel de l'Alberta, mais on a le droit de se demander si ce n'est pas un peu trop peu, trop tard. Et surtout quand, bon, c'est un juge qui doit être éduqué en droit qui devrait connaître le jugement de la Cour suprême. Donc, on a créé, mine de rien, en tant que société, une espèce de système qui est aléatoirement opaque aux victimes. Je dis aléatoirement parce que c'est sûr qu'il y a des bons policiers et des bonnes policières par-ci par-là qui vont être à l'écoute, mais comment on peut garantir à la victime, quand elle va au poste de police, quand elle passe la porte, que vraiment c'est le bon endroit pour se faire écouter? Et ce contexte social-là, en fait, le contexte institutionnel est grave, puis c'est surtout celui sur lequel j'ai mis l'accent, mais il y a aussi un contexte social qui met le blâme, parfois, aux victimes, sur le dos des victimes. Et ça aussi, c'est dangereux. Et je trouve que le philosophe Daniel Weinstock le résumait bien. Il suggérait d'imaginer une société où le cambriolage à domicile est monnaie courante, mais où les institutions chargées d'enquêter puis de poursuivre sont tellement défaillantes que, bon, on se fait cambrioler puis on se dit, bon, on va même pas appeler la police, ça vaut pas la peine. Et puis là, on peut facilement imaginer
des pays comme le Guatemala, où on se dirait, bon, mais il y a un problème vraiment étatique. Et pourtant, c'est la réalité qu'on vit au Canada, qui, somme toute, est un des pays dans le monde où les forces policières, puis le gouvernement a le plus de ressources et a un système très sophistiqué de surveillance et un des plus avancés au monde à toute fin pratique, d'un point de vue des ressources. Et pourtant, on est là-dedans présentement. Et donc, c'est dans ce contexte-là où l'argument de la présomption d'innocence ressort. Et en 2014, justement, bon, il y a eu le mouvement agression non dénoncée, comme je le disais, et il y avait un peu cet espoir-là que les choses allaient changer. Et ça n'a pas pris 2 semaines avant que l'argument ressorte de manière assez violente. Pour moi, à mon humble avis, c'est quand il y a eu les événements des dénonciations anonymes à l'UQAM qu'on l'a vu le plus ressortir puis casser vraiment le mouvement. Donc, en fin de compte, ce qui est un petit résumé des événements, c'est le 12 novembre 2014, donc c'est ça, un peu plus de 2 semaines après les annonces par rapport à Ghomeshi, où l'association facultaire étudiante des sciences humaines dénonce sur sa page Facebook 3 professeurs qui auraient harcelé sexuellement des étudiantes, puis des autocollants vont être apposés, placardés sur leur bureau. À ce moment-là, tout de suite, bon, la présidente du syndicat des professeurs ressort dans les médias et puis nous dit, bon, ces professeurs-là ont droit à la présomption d'innocence et puis il ne faut pas les condamner trop vite. Et il faut faire attention ici, ce que je suggère, c'est pas que les professeurs n'aient pas droit individuellement à la présomption d'innocence dans leur procès. Et je nie pas la possibilité de fausse accusation, mais je dis simplement que c'est pas la place là, dans le débat public pour utiliser l'argument de la présomption d'innocence, parce que ça nous empêche. On aurait pu avoir une belle réflexion de société sur le phénomène du harcèlement et des agressions sexuelles sur les campus, qui est très problématique. Et tout ça, tout de suite, ça avait été coupé par l'argument de la présomption d'innocence. Et bon, la présidente, oui, nous a rappelé la présomption d'innocence, mais c'est vraiment les commentateurs publics qui ont été très virulents par rapport à la question. Richard Martineau, du Journal de Montréal, nous parlait d'un retour à l'époque de la chasse aux sorcières, ce qui est un petit peu étrange comme usage de l'expression, parce que la chasse aux sorcières, c'est, bon, on parle vraiment de condamnation, puis jusqu'à un certain de torture, puis jusqu'à un certain point de mise à mort de femmes persécutées pour des raisons morales et religieuses. Je ne sais pas, c'est un drôle de contexte où ressortir la chose, peut-être une enflure verbale, mais quand on regarde les commentaires sous son article, puis là, vous allez me dire, regardez jamais les commentaires sous ce type d'article-là, mais c'est quand même représentatif. C'est pas simplement anecdotique, c'est quand même représentatif d'une réalité. Il y a quelqu'un qui nous dit que bon, les femmes devraient dénoncer à la police, que ce qui est fait est inacceptable. Puis là, on se demande, bon, où est-ce que ces gens-là étaient dans les 2 dernières semaines précédentes où on a révélé tout le problème systémique. Et on voit qu'il y a vraiment un problème de dialogue, en fait. Le message ne s'est pas rendu. On n'aurait jamais pu avoir un message aussi fort que ce qu'on a eu dans le temps du mouvement agression non dénoncée, puis ça ne s'est pas rendu. Puis on nous rappelle encore une fois que la présomption d'innocence existe encore. Un autre commentaire de Steve Harvey Fortin qui nous dit par rapport à la présidente du syndicat qui est citée dans l'article de Martineau, il nous dit « Elle a compris que la présomption d'innocence prévaut sur la vengeance des femmes, 4 points d'exclamation. » Et bon, oui, quoique c'est anecdotique, ça représente vraiment un courant de pensée et vraiment une mauvaise utilisation de la présomption d'innocence. Je me déplace un peu, je change de commentateur public, je regarde Mathieu Bock-Côté, qui nous dit « Quand chacun décide, citation, quand chacun décide de se faire justice lui-même, c'est une psychologie de guerre civile qui s'installe. » Il utilise même dans son article le mot de terrorisme. Alors vraiment, là, on est en train de déraper complètement. Je regarde ensuite Yves Boisvert de La Presse qui utilise les mots facho de gauche, lâche. Et c'est le cas d'Yves Boisvert qui est assez intéressant, qu'on doit rappeler qu'il a quand même une formation en droit.
Il nous dit nos juristes progressistes et les dignes représentants de cette association étudiante n'ont jamais entendu parler des innombrables cas de fausses accusations, de vengeance, en particulier contre les profs, des vies brisées. Il nous dit, puis en fait, il questionne un peu justement les gens qui font la dénonciation publique. Il nous dit, ont-ils essayé d'améliorer le processus de plainte, de redresser quelque injustice du système? Pas du tout. Ils n'ont, ça c'est ses guillemets à lui, pas confiance, fermez les guillemets, et ça les autorise à prendre la justice entre leurs mains. Les milices d'extrême droite américaines disent la même chose. Et c'est intéressant de voir comment Yves Boisvert rejette toute possibilité que les victimes aient tenté de porter plainte, aient été maltraitées. Et puis, il fait même pas... il nous parle vraiment pas du réel manque de confiance qu'il y a dans le système. Et il suggère qu'on devrait être protégé de toute accusation. Et c'est sûr que dans un monde idéal, on aimerait que toutes les victimes aient porté plainte à la police, puis que tout soit mené à procès. Mais on n'est pas dans un monde idéal, et le chroniqueur échoue à le constater. Et ce qui est intéressant avec le cas d'Yves Boisvert, c'est, au-delà du fait qu'ils viennent vraiment mettre tout le poids sur les victimes en leur demandant s'ils ont essayé d'améliorer le processus de plainte, ce qui est un peu étrange, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il peut complètement se répondre quand on le met en confrontation avec ses chroniques concernant d'autres types de crimes, comme la corruption, la fraude. Je suis remonté peut-être un peu loin, je suis remonté en 2002. Il nous dit, texto, la présomption d'innocence ne veut pas dire que tous, en tout lieu, doivent faire comme si les accusations étaient mensongères jusqu'à preuve du contraire. Ce serait une façon délirante de comprendre la présomption d'innocence. Et exemplifions un peu cette application-là. En 2010, l'émission Enquête révélait le cas du maire de Mascouche, Richard Marcotte, qui, par ailleurs, n'a pas encore eu son procès. Mais dans l'émission d'enquête, on entendait des témoignages d'entrepreneurs qui nous parlaient de la corruption municipale. Bon, encore là, témoignage. Mais cette fois-ci, Boisvert ne doute pas de la possibilité de fausses accusations ou de règlement de compte. Et puis nous parle directement de la pourriture municipale. Un an plus tard, en 2011, il retourne sur le même sujet, puis nous dit, il encourage les dénonciations publiques et médiatiques quotidiennes parce que, dans ses mots, c'est elle qui force l'État à réagir, qui est notre expression ferme d'un refus de la corruption. Et j'imagine que si Boisvert était là aujourd'hui, il nous dirait qu'il aimerait avoir qu'il aimerait qu'on ait une expression ferme du refus des agressions sexuelles. J'en suis convaincu, mais je me demande pourquoi il distingue ensuite dans ses chroniques, peut-être de manière inconsciente, peut-être de manière négligente, les deux types de crimes. Et qui utilise, et si ce qui le dérange vraiment, c'est le fait qu'il y ait des dénonciations anonymes, quoique pour la corruption, il y en a eu aussi. Mais si c'est ça qui le dérange, peut-être qu'il pourrait nous proposer des solutions, peut-être qu'il pourrait nous expliquer pourquoi c'est ça le contexte, à la place d'utiliser des mots comme facho, puis comme milice. Et en somme, c'est à la suite des événements de l'UQAM qui, pour moi, c'est là que le discours public a complètement dérapé et que ça nous a empêché d'avoir une réelle réflexion de société. Comme je le disais, c'est vrai que chaque individu en particulier a droit à son procès. On ne peut pas freiner le débat public en utilisant un type d'argument comme la présomption d'innocence, un argument puis un concept juridique qu'on vient complètement dénaturer ici. Et, ça, c'était 2014, mais en 2015, on l'a vu aussi, ce type de comportement-là, lorsque l'émission d'enquête, encore une fois, a révélé les abus sexuels dont les femmes autochtones ont été victimes à Val-d'Or. Puis d'ailleurs, sur la page de l'événement aujourd'hui, je vous ai mis une autre révélation de Radio-Canada qui
qui a ressorti d'autres témoignages ce matin de femmes autochtones dans plusieurs autres municipalités sur l'ensemble du territoire québécois. Donc, enfin, je pense qu'on a bien exemplifié la situation, puis je comptais sauter un peu par-dessus, mais comme les gens du CALAX sont là aujourd'hui, je pense que c'est important de le mentionner, que la semaine où on a révélé les abus policiers à Val-d'Or, c'est la même semaine, le CALAX avait sorti le hashtag « On vous croit », en souvenir au mouvement agression non dénoncée, puis justement encourager les victimes à continuer à faire des dénonciations de l'agresseur, puis à sortir sur la place publique ou à porter plainte. Et bon, donc ils l'ont sorti au début de cette semaine-là, et puis le même jour où Radio-Canada a révélé les abus policiers à Val-d'Or, le même jour, Sophie Durocher. Voilà, merci. Je savais qu'il y avait des fans dans la salle. Sophie Durocher, le même jour, vraiment, quoi qu'elle ne traite pas du cas précis des femmes autochtones, elle sort quand même dans ce contexte-là. Et puis, c'est important de comprendre qu'on est dans une société où l'information circule très vite. Donc, Radio-Canada, très tôt le matin, vers 6-7 heures du matin, révèle le cas des femmes autochtones. Déjà, en avant-midi, à la période de questions à l'Assemblée nationale, il y a une période, un moment qui est pris, un échange entre le premier ministre et puis le chef de l'opposition, qui, enfin, c'est les mêmes qu'il y a présentement. Donc, entre Pierre-Carl Péladeau, chef de l'opposition officielle, puis Philippe Couillard, un échange par rapport au problème des abus policiers à Val-d'Or. Donc, ça se passe l'avant-midi. Et donc, tout le monde est au courant. Et puis, Sophie Durocher nous sort cet article-là où elle dit, où elle critique la campagne du CALAX. Elle nous dit, on ne peut pas passer de « on ne croit personne » à « on croit tout le monde ». Elle nous dit, et quid de la présomption d'innocence, n'importe qui dénonce n'importe quoi, n'importe quelle agression et condamne l'accusé sans autre forme de procès et qui nous demande où on s'en va avec ça. Et moi, je trouve qu'il y a tellement une incompréhension ici parce que c'est pas parce qu'on dit aux victimes « on vous croit » que nécessairement on va condamner tout de suite et qu'il n'y aura pas d'enquête. Si quelqu'un va porter plainte à la police à cause qu'il y a un vol ou un cambriolage, la police va dire « on vous croit » et on veut aller à procès, donc on va faire une enquête. Pourquoi on ne peut pas avoir la même attitude? Je veux dire, on va avoir une enquête, mais à prime abord, est-ce qu'on ne peut pas dire oui, reconnaissons qu'il y a un problème, faisons enquête? Parce que si, direct en partant, on nous dit on ne croit pas, ça fait en sorte qu'on ne portera pas enquête. Et c'est ce qui est arrivé dans un des témoignages qui a été révélé aujourd'hui. C'est une femme autochtone qui a tenté à 4 reprises de porter plainte à la police puis qu'elle n'a jamais eu de réponse. Puis une autre qui avait été carrément au poste de police pour demander à porter plainte et les policiers ont refusé de recevoir sa plainte et lui ont dit « tu reviendras quand tu seras accompagné d'un avocat », ce qui est complètement inutile. On ne demande pas ça à personne, d'être accompagné d'un avocat pour porter plainte. Donc, bon, voilà, c'est un peu les fondements du contexte du problème dans lequel joue la présomption, l'argument de la présomption d'innocence. Là, je vous invite maintenant, dans un petit voyage intellectuel, à plonger dans le contexte juridique et à repositionner et à démystifier la présomption d'innocence. Donc, juste avant de remonter aux racines de la présomption d'innocence, je pense que c'est important, surtout dans le contexte où le jugement de Ghomeshi a été publié. D'ailleurs, peut-être à main levée, qui a lu le jugement ici? Parfait, excellent. Merci beaucoup. C'est une suggestion, je l'ai mis sur, peut-être trop tard, sur l'événement Facebook. Je vous suggère de le lire. Je crois que le juge a bien vulgarisé sa pensée. Je vais dire ça de même. Mais je crois que c'est important. Donc, c'est accessible. C'est un jugement qui est accessible, qui n'est pas trop hermétique là, au niveau du langage juridique. Donc, je vous invite à le lire si ça vous intéresse. Je pense que c'est important de repositionner justement le test de la crédibilité
des témoins. Là. Donc, je prends un moment pour faire cette parenthèse-là. Le juge se base essentiellement sur son évaluation de la crédibilité des témoins. Et il ne faut pas oublier que la couronne doit faire une preuve hors de tout doute raisonnable pour que l'accusé soit déclaré coupable. Et donc, toute la preuve qu'il y avait ici, c'était 4 témoins. Donc, les 3 victimes et une qui était amie avec une des victimes. Je crois que c'est une amie de Lucie de Couture, mais il faudrait revérifier. Qui, elle, nous disait, oui, c'est vrai, elle m'en a parlé en 2004, quand l'événement s'est produit. Et donc, ça fait pas si longtemps que seul le témoignage de la victime peut compter comme preuve. Il y a une époque où, en droit, le seul témoignage de la victime ne nous permettait pas de déclarer quelqu'un de coupable. Et il faut être conscient de ça. Il faut être conscient qu'on est dans un contexte où le droit évolue sans cesse. Et justement, quand on parle de la common law, encore une fois, peut-être je remonte trop loin, mais au Moyen Âge, quand on avait une victime d'agression sexuelle, il fallait qu'elle ait elle-même, elle ne pouvait pas aller porter plainte comme telle, il fallait qu'elle ait elle-même déclenché ce qu'on appelait la clameur publique. Donc, elle se promenait de village en village. Puis, en fait, j'ai une belle citation ici d'un manuel de preuves qui l'explique en détail, qui nous dit « Lorsqu'une vierge a été déflorée par la force, elle doit sur le champ, pendant que l'acte est tout récent, demander réparation en soulevant une clameur publique dans les villages voisins et montrer aux hommes honnêtes le tort qui lui a été fait, le sang et sa robe tachée de sang, ainsi que la déchirure de sa robe. » Un critère de preuve assez élevé qui, vers les années 1700, a été transformé en une présomption de contradiction. C'est-à-dire, on se disait, si la victime n'a pas dénoncé l'agression au moment où c'est arrivé sur le champ, on présume qu'elle se contredit. Donc, c'est comme si son silence au moment des faits était comme un témoignage, puis que là, maintenant, qu'apporte une accusation, son nouveau témoignage contredisait sa version antérieure. Je remonte loin, oui, mais c'est une présomption de droit qu'on a conservée jusqu'au début des années 1980. Et c'est là qu'il faut se placer dans ce contexte-là, dans un contexte du droit qui évolue. Même dans le début des années 80, c'est aussi le moment où le viol entre époux a été reconnu comme un crime. Avant, c'est l'article 143 du Code criminel. Avant 1983, on nous disait, voici comment on définissait l'agression sexuelle. On disait une personne de sexe masculin commet un viol en ayant des rapports sexuels avec une personne du sexe féminin qui n'est pas son épouse. Voilà. Et il y a un peu plus de précision par rapport à l'idée de consentement, mais au fond, c'est ça. Et c'est ce qu'on a changé. En fait, c'est ce que les groupes féministes ont réussi à faire changer en 1983. Donc, toujours, j'aimerais qu'on garde à l'idée qu'on est dans le contexte d'un droit qui évolue et sur lequel on a un réel pouvoir en tant que personne qui sommes capables de se mobiliser par rapport à ça. Donc, justement, je reviens à l'idée de la présomption d'innocence. Et, voilà, c'est une idée qui a une racine très, très profonde en Occident. Certaines personnes ont retracé son origine jusqu'à la Grèce antique, dans les villes de Sparte, Athènes. Même certains ont parlé de livres bibliques qui en feraient référence. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était un droit, le droit à la présomption d'innocence, qui était incorporé en droit romain, qui a survécu jusqu'à nos jours. Donc, on parle de quelque chose qui est assez au fondement là, du droit criminel, au fondement aussi de notre conception en tant qu'occidentaux. Puis ce qui est intéressant ici, par rapport à la common law, je retrace un peu les explications qu'on nous donnait pour le justifier la présomption d'innocence. En 1678, Lord Hale nous dit « For it is better 5 guilty persons should escape unpunished than one innocent person should die. » 1750,
Sir William Blackstone. Dans sa citation, enfin, je souligne ça, pour vous, les cinq criminels dont on parle deviennent 10. Il nous dit « The law holds that it is better than 10 guilty persons escape than one innocent suffer. » Et c'est sûrement ce que vous avez déjà entendu tout le temps. On répète, on préfère qu'il y ait 10 criminels qui soient dans les rues qu'un innocent qui soit mis en prison. Enfin, justement, on voit que le jargon, ou l'adage du moins s'adapte, parce qu'on nous parlait d'une personne condamnée à mort et maintenant une personne en prison. Et il y a peut-être moyen de se demander si, et ça c'est quelque chose qui est déjà soulevé dans la littérature académique, est-ce que si on diminue la punition comme telle, est-ce qu'on ne pourrait pas moduler l'idée de la présomption d'innocence en conséquence? Je laisse ça ici au passage. Donc, je continue dans mon historique. 1960, la présomption d'innocence devient un droit quasi constitutionnel au Canada. 1982 s'inscrit dans la Charte canadienne des droits et libertés. Alors, c'est là où on en est. Bon, ça ne dit pas grand-chose, quelques citations par-ci, par-là. Allons regarder dans les jugements fondateurs qui sont cités sans cesse encore de nos jours pour voir qu'est-ce qui se cache derrière le terme présomption d'innocence. Aux États-Unis, c'est le cas de Coffin qui fait école. 1895, la Cour suprême des États-Unis nous indique que, je vais paraphraser librement, nous indique que la présomption d'innocence est une sorte de preuve créée par le droit en faveur de l'accusé. Une présomption que la poursuite peut renverser uniquement par une preuve hors de tout doute raisonnable. Donc ici, aux États-Unis, on vient vraiment le formuler comme une espèce de preuve fictive qu'il va avoir au procès. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, c'est quand même assez clair que la présomption d'innocence est limitée au procès et qu'elle s'applique seulement au juge ou au jury qui va devoir décider de la question. Pour ce qui est du Royaume-Uni puis du Canada, qui participe à la tradition britannique, il y a encore incertain si on peut l'appliquer, par exemple, aux enquêtes sur remise en liberté, qui, en fin de compte, dès qu'on arrête l'accusé, on va se demander si on le garde en prison jusqu'au procès ou pas. La jurisprudence est encore incertaine s'il faut appliquer la présomption d'innocence dans ce contexte-ci, mais ce qui est sûr, c'est que c'est limité aux tribunaux. Et le cas qui fait école dans la tradition britannique, c'est le cas de Wilmington, un cas de 1935 de la House of Lords. Donc, on est au Royaume-Uni. 1935, la House of Lords est un peu l'équivalent de notre Cour suprême pour l'époque. C'est seulement en 1949 que la House of Lords, qui est le plus haut tribunal au Royaume-Uni, mais pour les colonies britanniques aussi, c'est seulement en 1949 qu'il ne sera plus, puis ça va devenir la Cour suprême du Canada, qui va être notre plus haut tribunal. Donc, on pouvait encore faire un autre appel après la Cour suprême à l'époque. Donc, c'est un cas qui, même si ce n'est pas produit ici, fait école et fait partie de notre droit. C'est l'histoire de, bien vite, Reginald Wilmington, 21 ans, qui tue son épouse, Violet Kathleen Wilmington, 17 ans. Les deux étaient mariés. Sans trop de détails sur ce qui s'est passé, on sait que ça n'allait pas bien. Violette décide de quitter son époux, retourner chez sa mère. Puis, bon, ça fait 2 semaines qu'elle habite là. Et puis, Reginald décide d'aller la convaincre de retourner habiter avec lui. Donc, il vole un fusil. Ici, le canon du fusil. Il pédale jusque chez la mère de Violette, où il va tuer Violette. Et bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a des témoins qui étaient à l'extérieur. Ce que lui prétend en cours, c'est qu'il voulait juste faire peur à Violette et lui dire qu'il allait se suicider, lui, s'il ne retournait pas habiter avec lui. Ce qui est en soi un comportement questionnable, mais que le coup serait parti par accident. Et que c'est à cause de ça que Violette serait morte. Bon, il ne sera pas cru au procès,
Il va être déclaré coupable de meurtre prémédité, condamné à mort. Il fait appel jusqu'à la House of Lords, où il sera acquitté, et où, justement, il y a un passage très célèbre du vicomte Sankey qui explique qu'est-ce que la présomption d'innocence et qui dit, bon, c'est un des passages, un des termes les plus célèbres quant à la présomption d'innocence, il nous dit que c'est un fil d'or qui, dans la toile du droit criminel, doit éclairer le chemin qu'on doit suivre, et que c'est seulement par une preuve, comme je le disais, par une preuve hors de tout doute raisonnable qu'on pourra renverser la présomption d'innocence. Et donc, c'est cette idée-là, ce concept-là du fil d'or, de la pierre angulaire qu'on va conserver dans notre droit. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à chaque fois, bon, dans ces deux jugements-là, on nous parle d'une preuve, on nous dit que c'est une présomption qui peut être renversée. Et il y a toujours ce lien étroit-là entre la preuve du procès et entre l'idée de la présomption d'innocence. Et c'est ce lien-là que j'aimerais qu'on regarde de plus près. Parce que c'est ce lien-là qui nous permet de voir que la présomption d'innocence est un droit qui est vraiment particulier au procès criminel. Et que c'est un droit qu'on explique que c'est là pour que le droit criminel soit juste, qu'il soit impartial, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit blanc ou une personne racisée, qu'on soit un homme ou une femme, qui va toujours avoir cette présomption d'innocence-là qui va nous protéger de la machine de l'État. D'une machine, puis bon, peut-être qu'on le retouchera plus loin, mais cette machine de l'État qui a des ressources énormes, des forces de police partout au pays, des procureurs de la couronne qui bien que disposent de très peu de ressources, si on regarde leur budget accordé par le gouvernement, mine de rien, ils ont la possibilité d'avoir un pouvoir sans borne. Jusqu'à un certain point, qui doit être justement tempéré par les tribunaux. La présomption d'innocence est une manière de tempérer le pouvoir de l'État qui est quand même assez important. Donc, bon, voilà, on nous dit que ça peut être seulement renversé par une preuve hors de tout raisonnable. Et ça veut dire, et le juge du procès de Ghomeshi le dit bien dans un de ses passages, il nous dit que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de preuve hors de tout doute raisonnable que les événements ne se sont jamais produits. Et donc, c'est vraiment une présomption, et c'est pour ça, c'est un élément qui joue assez fort dans la balance, et c'est pour ça qu'en bout de ligne, à la fin là, du jugement de Ghomeshi, mais de n'importe quel jugement en droit criminel, c'est un verdict de non-culpabilité. Ce n'est pas un verdict d'innocence qu'on nous donne. Et cette distinction-là est importante, est très importante. Et il y a un livre intéressant du professeur Larry Loden où il vient explorer la question de manière plus particulière. Il vient distinguer ce qu'il appelle l'innocence matérielle, donc ce qui s'est vraiment passé dans la réalité, et l'innocence procédurale. Et c'est une distinction qui doit être faite, ce qui fait en sorte qu'on peut être trouvé non coupable et avoir commis le crime. Et comme à l'inverse, on peut être reconnu coupable et ne pas avoir commis le crime, les erreurs judiciaires arrivent dans les deux sens. Et donc, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on a ça, justement, et pourquoi c'est tout particulier au procès criminel. Parce que dans les procès civils, ça n'existe pas, cette présomption d'innocence-là. Tout ce qu'il y a dans les procès civils, c'est une présomption de bonne foi entre les parties qui peut être renversée par une preuve qu'on appelle de prépondérance des probabilités. Donc, c'est qu'on réussit à démontrer qu'il y a 50% plus 1 de chance que notre version des faits se soit produite. Donc, on est loin, c'est vraiment de ça, du critère, du standard de preuve hors de tout raisonnable. Donc, pourquoi est-ce que ça existe juste en droit pénal? Comme je le disais brièvement, c'est pour protéger contre la machine de l'État les ressources inégalées ou potentiellement inégalées pour la plupart des criminels. C'est sûr que si on regarde le cas de Ghomeshi, on a quand même une professionnelle très reconnue au niveau de la défense ici. Et il y a une entrevue intéressante avec Maître Mary Heinen, qui est la principale
procureure de Ghomeshi, qui explique qu'elle, on lui demande comment feriez-vous pour améliorer le système, puis elle dit je donnerais plus de ressources pour la couronne. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'ici, c'est un cas, Ghomeshi, c'est un cas qui est très médiatisé. Vous pouvez être sûr que dans les cas médiatisés, c'est là où la couronne va mettre le paquet au niveau de ses ressources. Donc, c'est sûr que ça vous donne une idée de l'état actuel de la situation. Mais c'est quand même justement une des meilleures avocates dans son domaine. Pour la plupart des criminels, c'est sûr qu'ils vont... Puis il y a d'excellentes personnes qui travaillent à l'aide juridique, mais c'est des emplois qui demandent énormément de volume. Et des fois, on peut se demander si les criminels sont bien équipés pour répondre aux accusations. Et c'est là où la présomption d'innocence joue un rôle important pour protéger contre la machine de l'État et les ressources que l'État pourrait avoir. Il y a même un des auteurs ici qui nous dit qu'on nous protège contre la tyrannie de l'État et que c'est vraiment tous les autres droits civils qui sont en jeu. Là. Si on pense à la liberté d'expression, au droit de grève, ici et ça, et on voit souvent des cas d'interdiction, de prohibition criminelle qui viennent freiner la liberté d'expression. Et il pourrait en avoir de plus en plus si on n'avait pas une présomption d'innocence quand même pour nous protéger là, en tant que simples citoyens et citoyennes. Donc, protéger contre la machine de l'État, protéger contre le pouvoir de punir aussi. C'est seulement l'État qui a le monopole de la force, qui peut emprisonner, qui peut priver quelqu'un de sa liberté, qui, dans certains pays, peut même leur enlever la vie. Et donc, c'est vraiment ça qui est important de comprendre. C'est pas l'idée... La présomption d'innocence ne vient pas protéger, en mon sens, contre une désignation sociale qu'on ait commis un crime. C'est pas, on ne nous protège pas contre une reconnaissance des faits. Parce qu'une victime peut poursuivre son agresseur ou dans n'importe quel cas d'acte criminel, peut le poursuivre au civil pour demander une indemnisation, auquel cas il n'y aura pas de présomption d'innocence, comme je le disais, et le standard de preuve ne sera pas hors de tout raisonnable. Et si on repense par exemple au cas de O.J. Simpson aux États-Unis, qui a été très parlant, où O.J. Simpson avait été accusé de 2 meurtres et qui a été acquitté en cours. En fait, c'était le meurtre de son ancienne conjointe et de ce que certaines personnes conçoivent comme étant son amant. Quoi que je dois dire, je ne sais pas si la preuve le démontrait. Mais les parents de cet homme-là, de l'homme qui est mort, ont poursuivi O.J. Simpson au civil pour être indemnisé pour le préjudice subi. Et il a dû payer quelques millions, justement parce qu'il a été reconnu coupable du meurtre, alors qu'il avait été acquitté au criminel. Donc, on voit vraiment la différence dans les standards de preuve, puis que la reconnaissance des faits n'est pas vraiment le point tournant quand on parle ou quand on veut justifier, du moins, la présomption d'innocence. Donc, quelques citations ici, justement, pour appuyer ce propos-là. De la Cour suprême, dans le cas de Appleby, le juge Laskin nous parle de la présomption d'innocence et explique ce qui se cache derrière le terme populaire, la présomption d'innocence. Dans ces mots, il nous dit « Le droit à la présomption d'innocence signifie, en termes populaires, que le fardeau d'établir la culpabilité incombe au ministère public. Si à la fin des plaidoiries, il existe un doute raisonnable relativement à tout élément de l'accusation, le prévenu doit être acquitté. » Donc ici, on nous parle vraiment... Merci. Donc ici, on nous parle vraiment d'un fardeau de preuve. Puis on démystifie vraiment en reliant au fardeau de preuve puis à la preuve nécessaire pour démontrer la culpabilité. Il continue en nous disant plus spécifiquement la présomption d'innocence donne au prévenu l'avantage initial du droit au silence. Dans le contexte de Ghomeshi, on voit Ghomeshi a décidé de ne pas témoigner, donc il a utilisé son droit au silence. Et l'avantage ultime de tout doute raisonnable. 1997, un cas de la Cour suprême
qui justement réexplore l'idée là, du fil d'or dont je parlais tantôt, dans un passage qui témoigne du talent poétique de nos juges. On nous dit « La norme de la preuve hors de toute raisonnable a une importance vitale puisqu'elle est inextricablement liée au principe fondamental de tous les procès pénaux, deux points, la présomption d'innocence. » Donc, on voit vraiment le lien là, entre les deux standards. On nous dit « Ces deux concepts sont pour toujours intimement liés l'un à l'autre, comme Roméo et Juliette ou Oberon et Titania. Ils doivent être présentés comme formant un tout. Si la présomption d'innocence est le fil d'or de la justice pénale, alors la preuve hors de tout doute raisonnable en est le fil d'argent. Et ces deux fils sont pour toujours entrelacés pour former la trame du droit pénal. Le fardeau de preuve, de prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé a commis le crime incombe à la poursuite tout au long du procès. Il ne se déplace jamais sur les épaules de l'accusé. Donc, en bref, on voit vraiment que la présomption d'innocence, c'est un droit qui est limité au procès. Et c'est un droit à avoir une preuve hors de tout doute raisonnable afin d'éviter d'être puni. C'est vraiment une protection contre l'État et qui n'a rien à voir vraiment avec un freinage du débat public ou une tentative de faire taire les victimes. Et j'aimerais passer très rapidement, parce que j'aimerais qu'on laisse du temps pour les questions, mais très rapidement, c'est important de mentionner que même le droit à la présomption d'innocence, même le droit constitutionnel à la présomption d'innocence, comme n'importe quel autre droit constitutionnel, n'est pas absolu et qu'il va être tempéré. Un exemple très rapidement, la défense d'intoxication extrême. Ça, c'est une fois que l'acte a été prouvé, etc., l'accusé peut dire que, disons pour simplifier, qu'il n'était pas capable de discerner entre le bien et le mal, dû au fait qu'il était vraiment intoxiqué, qu'il avait une intoxication extrême, et à cause de ça, il ne devrait pas être reconnu coupable parce qu'il n'y avait pas, disons, l'intention maligne derrière ça. Et donc, la Cour suprême va nous expliquer que c'est à l'accusé de démontrer, par une preuve des probabilités, pas une preuve hors de tout raisonnable, mais par une preuve de probabilité, qu'il était en cas d'intoxication extrême. Donc, on vient voir ici que parfois, l'idée de la présomption d'innocence, puis le fardeau est un peu tempéré et que parfois, il y a certaines preuves que l'accusé va devoir faire. Je pense à un exemple très vite, le cas qui fait école sur la question Henri Daviau. 30 mai 1989, Henri Daviau passe la journée au bar où il nous dit avoir bu 7 à 8 bières. Le soir, il se dirige vers RD, la victime qui garde l'anonymat. Une femme souffrant de paralysie partielle, en chaise roulante. Ils seront là avec une bouteille de brandy et qui vont partager ensemble. Elle, après un verre, elle s'endort dans son fauteuil. Au milieu de la nuit, la victime RD se réveille, est interceptée par Daviau qui la pousse en fauteuil roulant jusque dans la chambre à coucher où il l'agresse sexuellement. À 4 heures du matin, il quitte la demeure. L'accusé souffre d'alcoolisme chronique. Il nie complètement les faits, c'est-à-dire il nie avoir agressé sexuellement RD et il sort une défense d'intoxication volontaire qui va soumettre. Le juge de la Cour du Québec va innocenter Daviau à cause de sa défense. La Cour d'appel infirme le jugement et le déclare coupable. Ça se rend à la Cour suprême qui se penche sur la question. Et, si mon souvenir est bon, ils vont demander un nouveau procès. Mais il nous explique justement que la défense d'intoxication extrême fait exception et vient tempérer du moins l'idée de la présomption d'innocence parce que ça va être à l'accusé de prouver son intoxication extrême. C'est important de mentionner ici, par contre, que le Parlement fédéral a interdit en 1995 une défense d'intoxication volontaire pour certains crimes, dont l'agression sexuelle. Donc, ce cas-ci, on ne pourrait plus le voir de nos jours. Combien de temps il nous reste?
5 minutes, parfait, excellent. Donc, parfait. Voilà, maintenant qu'on a démystifié un peu le concept de la présomption d'innocence et cette idée-là, retournons dans le débat public. Voyons comment on peut réconcilier l'argument de la présomption d'innocence et la nécessité qu'il y ait des dénonciations publiques et la nécessité qu'on accueille les victimes et en même temps une reconnaissance que oui, parfois, c'est pas toujours possible de faire une plainte formelle à la police pour diverses raisons qu'on a déjà explorées. Donc, on se replace ici, puis on voit au final que la présomption d'innocence nous protège du pouvoir de l'État, de la machination de l'État. Et donc, en fin de compte, la présomption d'innocence vient nous dire attention, wow, minute, il faut qu'on ait un procès, il faut qu'on explore la preuve. Et en ce sens-là, la présomption d'innocence vient servir un objectif de recherche de la vérité. La présomption d'innocence nous dit il ne faut pas condamner si vite et prenons le temps de faire un procès. Donc, on sert la recherche de la vérité. Or, quand, dans le débat public, on clame la présomption d'innocence pour faire taire des victimes, pour les silencier, on vient vraiment pervertir le principe de la présomption d'innocence. Et on ne sert pas l'objectif de recherche de la vérité. Et c'est ça qui est dangereux. Il faut se rappeler que même si tous les témoignages du mouvement Agression non dénoncée avaient été portés à la police, mais les accusations policières, là, et puis les accusations, c'est-à-dire les accusations de la couronne révélées par les enquêtes policières, ils seraient toutes publiques. Et ça, c'est au fondement de notre droit aussi. Et la présomption d'innocence ne protège pas contre ça. Non, justement, la présomption d'innocence est utile juste dans le cas du procès. Il y a un passage intéressant du juge Lamère ou de la Cour suprême qui vient nous dire, certes, la présomption d'innocence va continuer de jouer un rôle dans le cadre du processus juridique lui-même, mais elle n'aura que peu d'effet dans le contexte plus large de la société. Et ça, il vient nous dire ça dans le contexte où il s'exprime puis il justifie justement pourquoi les accusations sont publiques. Donc, même s'il est vrai que chaque personne individuellement, chaque accusé a droit à son procès et qu'il existe, oui, il y en existe des fausses accusations, on ne peut pas utiliser l'argument de la présomption d'innocence pour freiner les victimes, individuellement les victimes, mais aussi en tant que société pour se freiner dans le débat public qui entoure la manière dont les victimes, ou même les femmes en général, sont traitées. Et à toute fin pratique, il y a une part de chaque crime qui doit être traité à l'extérieur des tribunaux. Et c'est important de pouvoir en parler. On a vu au début de la conférence qu'il y a vraiment un problème systémique dans la manière dont les plaintes sont traitées. Il y a un problème de préjugés. Mais il y a aussi, qu'on parle dans le contexte des femmes autochtones, un problème de racisme. Et ça, là, même si les policiers de Val-d'Or, même s'il y a, là, à date, il n'y a pas eu d'accusation, mais même s'il y avait des accusations puis ils étaient acquittés, il y a quand même un débat qu'il faut y avoir, il y a quand même un débat qu'on ne peut pas nier par rapport à tous ces problèmes-là. Et justement, pour pouvoir régler ces problèmes-là, ça prend une bonne dose de volonté politique. Et la volonté politique va naître seulement de la critique populaire, de la mobilisation qu'on peut faire et du débat public. Et on l'a vu, cette belle mobilisation-là avec le mouvement Agression non dénoncée. Et on le voit quand même un peu présentement à la suite du cas de Ghomeshi. Mais le cas de Ghomeshi est un cas très complexe au niveau des différents discours, des différentes couches, des différentes analyses qu'on peut en faire. Et c'est pour ça qu'on en parle encore maintenant. Aussi, il a été très rapide, hein? Après tout, 2 ans. Mais, on en parle encore, mais le cas des policiers de Val-d'Or, est-ce qu'on va en parler quand il va ressortir? Je ne sais pas. Donc, il faut vraiment, dès qu'il y a la dénonciation publique, c'est le moment là, où il y a vraiment un momentum sur le débat, sur la scène publique, dans le débat public. Et il faut utiliser ce momentum-là pour engager une réflexion de société. On ne peut pas attendre au procès pour avoir cette réflexion-là, parce que pendant ce temps-là, si on n'agit pas maintenant, pendant ce temps-là, il y a beaucoup de victimes
qui sont rabroués par le système. Et les agressions sexuelles ne sont pas arrêtées. Même qu'il y avait un article intéressant de l'actualité qui nous dit que depuis 1999, les agressions sexuelles, c'est le seul crime dont le taux d'infraction n'a pas diminué. Et il y a un réel problème qu'on doit traiter. Et l'argument de la présomption d'innocence ne devrait pas y faire obstacle. Merci beaucoup.